Bienvenue à tout le monde à ce webinaire du CRISE qui fait partie de la saison 2018 des webinaires du CRISE. Aujourd'hui, mon nom est Cécile Bardon, je suis chercheur ici au centre de recherche et aujourd'hui je vais vous parler des instruments d'estimation du risque pour les personnes, d'estimation du risque suicidaire pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions ou faire des commentaires en utilisant le bouton conversation sur la barre en bas du chat et nous pourrons lire vos questions à la période des questions puis j'y tenterai d'y répondre. Donc, bienvenue à tous. L'objectif aujourd'hui, la présentation en elle-même va faire à peu près 50 minutes. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'écrire avec vous les enjeux principaux de l'estimation du risque suicidaire chez les personnes qui ont une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme, DI ou TSA, on va utiliser cet acronyme-là tout le long de la présentation. D'écrire un petit peu les origines du processus ODIS estimation, qui est l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, sur lequel nous avons travaillé depuis plusieurs années. De vous présenter l'outil, de faire une présentation générale de cet outil-là, de façon à vous montrer un petit peu ces concepts de base et puis comment il fonctionne et comment est-ce que vous pouvez vous en servir dans vos milieux. Aussi, vous donner quelques indications sur l'utilisation, mais je voudrais vraiment qu'on porte attention au fait que ce que je vais vous présenter aujourd'hui ne constitue pas une formation approfondie sur les outils. Okay? C'est vraiment plutôt une introduction. On a mis de la lumière. Donc, essentiellement, en introduction, je voudrais vous parler d'abord des enjeux importants qui sont liés à l'estimation du risque suicidaire chez les personnes qui ont une DI ou un TSA et qui vont teinter évidemment tous les processus qu'on va utiliser pour estimer le risque et aussi tout ce qui a mené finalement à la réflexion autour du développement de ces nouveaux outils. Ce qu'on s'est aperçu depuis plusieurs années, d'abord, c'est que les outils qui existent actuellement, qui ont été développés pour la population générale, ne sont pas nécessairement bien adaptés aux caractéristiques et aux besoins des personnes qui ont une DI ou un TSA, sans que ce soit au niveau du langage, au niveau des cognitions, de l'affectivité. En premier, par rapport au langage, bien souvent, le langage tel que les neurotypiques vont l'utiliser ne serait pas forcément la meilleure source d'information pour une personne qui a une DI ou un TSA. L'immense majorité des outils qui évaluent le risque suicidaire s'appuient sur le langage. Donc déjà là, il y a des adaptations à faire au niveau du type de langage qui est utilisé, au niveau de comment les gens emploient les mots. Et qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui n'ont pas des compétences de langage de la même manière qu'une personne neurotypique? Un autre élément, c'est que les critères qui sont utilisés généralement pour estimer le niveau de risque et de danger avec la population générale ne sont pas toujours discriminants pour les personnes qui ont une DI ou un TSA. L'exemple typique qu'on utilise pour illustrer ça, c'est vraiment de parler de l'impulsivité. Quelqu'un qui est très impulsif a un risque accru d'avoir des comportements suicidaires. Mais bien souvent, chez les personnes qui ont une DI ou un TSA, l'impulsivité, c'est quelque chose qui est très commun. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour discriminer une personne plus à risque d'une personne moins à risque? Là, ça devient une grande question. Avec les personnes des ITSA, souvent, la source principale d'information ne peut pas être la personne elle-même. On utilise des tiers pour aider à renseigner sur une problématique. Le problème vient du fait que des fois, les tiers ne comprennent pas toujours non plus les signaux que la personne envoie en lien avec le risque suicidaire. Et aussi, un élément important par rapport aux outils actuels, c'est que souvent les outils qui sont développés pour la population générale traitent de tout ce qui est en lien autour de l'épisode suicidaire lui-même, mais n'apportent pas nécessairement des informations pour nous aider à faire des interventions de prévention du suicide à plus long terme pour éviter la récidive et éviter que les personnes se retrouvent rapidement dans le même type de situation. Un autre enjeu important en lien avec l'estimation du risque, c'est les perceptions et les préjugés que les intervenants peuvent avoir quant à la suicidalité des personnes. J'imagine que parmi vous qui êtes connectés, la plupart sont déjà très sensibilisés à la question, mais il reste beaucoup d'éducation à faire au niveau des milieux spécialisés en intervention en DITSA sur le fait que oui, c'est possible que ces clientèles-là aient des manifestations associées au suicide et que ça vaut la peine de l'évaluer, de l'estimer, puis d'intervenir sur ce sujet-là. Un autre enjeu est en lien avec la question de la létalité et du danger. Quand on évalue le risque suicidaire, bien souvent, on évalue le risque pour la vie de la personne.
Et on l'étudie souvent aussi en lien avec la létalité des moyens envisagés par cette personne-là pour poser son geste suicidaire. Par contre, souvent, ce qu'on voit avec certaines personnes qui ont une DI ou un TSA, c'est que ces gens-là n'utilisent pas toujours des moyens très létaux. Ça n'enlève rien à leur détresse, ça n'enlève rien à leur besoin de soutien, ça n'enlève rien à la gravité des émotions et de la situation dans laquelle ils sont. Ça enlève juste au danger de blessures graves et de décès s'ils font un passage à l'acte. Et cet aspect-là de l'apparente moindre importance des comportements suicidaires à cause de la moins grande létalité de certains moyens considérés est un enjeu important. Il y a aussi tout le lien entre les comportements suicidaires et les comportements d'automutilation. Les comportements d'automutilation sont fréquemment observés avec ces populations et très souvent, c'est difficile de faire la distinction entre qu'est-ce que c'est qui est de l'ordre d'un comportement suicidaire et qu'est-ce que c'est qui est de l'ordre d'un comportement d'automutilation. Souvent, on utilise l'intention de la personne comme un facteur discriminant, mais des fois, l'intention, c'est pas toujours si clair que ça. Donc, l'overlap important entre comportement d'automutilation, comportement suicidaire est un autre enjeu important dans l'estimation du risque avec ces populations-là. Et je voulais mettre aussi l'accent sur l'importance du jugement clinique. On va vous parler d'outils aujourd'hui, mais aucun outil ne remplacera jamais votre jugement clinique. Et dans une situation où l'échange verbal direct entre l'usager et le clinicien n'est pas forcément la meilleure source d'information, ben votre jugement clinique, il a encore plus d'importance. D'où l'intérêt à ce que ce jugement-là il soit basé sur les meilleures connaissances possibles qu'on ait, tout en n'étant jamais remplacé par des outils standardisés. Donc, c'est vraiment un élément que je trouve qui est central à la compréhension de la problématique suicidaire avec ces clientèles-là. Maintenant, pour répondre à tous ces enjeux-là et pour essayer d'améliorer un petit peu les connaissances et les pratiques qu'on avait par rapport à ces clientèles-là, on a développé ce qu'on a fini par appeler le processus AUDIS. Puis AUDIS, c'est pour autisme, déficience intellectuelle, suicide, qui essaye d'apporter des éléments de compréhension, d'estimation et d'intervention pour aider un petit peu à comprendre mieux comment se développe et comment est-ce qu'on peut intervenir sur le risque suicidaire des personnes ayant une DI ou un TSA. Les outils que je vous présente sont basés sur les résultats d'un projet qui a été financé par les IRSC, qui a duré de 2014 à 2017, qui s'appelait Comprendre et estimer le risque suicidaire chez les personnes ayant une DI ou un TSA, qui a été mené en partenariat avec la direction des ITSADP du CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal, ça s'appelait le CRDI-TED à l'époque, et puis avec la participation de 11 anciens CRDI-TED, nouvelle direction des ITSADP au Québec, avec le Centre de recherche sur le suicide et l'euthanasie, le CRIS ici, et la chaire en DITC de Diane Morin, que vous connaissez peut-être également. Je tiens à remercier évidemment chaleureusement, merci, tous les gens qui ont participé, tous les intervenants, tous les gestionnaires qui ont fait en sorte que ce projet a pu avoir lieu. Comme je vous disais tantôt, ce projet-là, il a mené à la création de ce qu'on a appelé le processus AUDIS modèle, qui est l'espèce de fondement théorique finalement de tout ça, le modèle dynamique du suicide chez les personnes DI-TSA. Ce modèle, il est disponible sur le site web dont vous aurez les coordonnées à la fin de la présentation. On s'est appuyé sur ce modèle-là pour bâtir l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le processus AUDIS estimation. Et comme vous pouvez le voir ici, qui comprend 4 sphères d'investigation dont je vais vous expliquer le fonctionnement aujourd'hui. Mais une fois que l'estimation est faite, eh bien, ça prend de pouvoir intervenir. Et nous avons développé en parallèle le modèle AUDIS intervention, qui comprend toutes sortes d'interventions qui dérivent directement des objectifs qui ont été fixés par l'estimation du risque. C'est-à-dire que toute intervention doit répondre à un objectif précis qui lui-même est déterminé en fonction de l'estimation qui a été faite à partir de la compréhension qu'on a du processus suicidaire chez les personnes DI-TSA. Donc, l'avantage qu'on a eu avec cette série de projets-là et avec les travaux qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment pu partir d'un modèle théorique pour comprendre le risque, bâtir des outils d'estimation sur cette compréhension-là et bâtir des outils d'intervention sur ces outils d'estimation-là. Donc, aujourd'hui, la présentation va porter plus spécifiquement sur le processus d'estimation. Donc, pour vous décrire de façon générale
le processus ODIS lui-même, estimation, il y a quelques éléments de base dont il faut tenir compte. D'abord, comme je vous disais tantôt, puis j'insisterai jamais assez sur cet élément-là parce que c'est vrai avec la prévention du suicide, mais c'est vrai aussi à peu près avec tout ce que vous allez faire et tout ce que vous faites dans vos pratiques quotidiennes avec les clientèles. Les outils qu'on vous propose ne remplaceront jamais, au grand jamais, votre jugement clinique. Ils sont là pour le soutenir, pour l'enrichir, pour vous aider à comprendre certains des processus que vous devez observer, mais ils ne remplaceront jamais votre jugement clinique. Pour moi, ce serait un grand échec qu'à travers l'utilisation que vous serez amené à faire de l'outil, que l'estimation soit réduite à finalement passer la grille et essayer d'établir un score. L'outil n'en contient pas de score, à aucun moment. C'est fait exprès. C'est vraiment un outil de soutien à la prise de décision clinique. Vous restez, vous les cliniciens et les intervenants, vous restez ceux qui savent et ceux qui peuvent dire cette personne-là, je m'inquiète et voilà ce que je vais faire à ce propos-là. L'outil, il sert vraiment à vous soutenir là-dedans. Ça n'est donc pas une grille standardisée, ça n'est pas un formulaire à remplir qui va vous donner une réponse. Donc, dans certains cas, je sais que ça peut engendrer une certaine frustration puis un certain sentiment d'inconfort, surtout quand on a affaire à une problématique avec laquelle on n'est pas particulièrement familier, puis qui est très inquiétante parce que le suicide, ça peut être une question de vie ou de mort et on veut avoir des réponses toutes faites. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais parce que toutes les personnes que vous allez rencontrer sont différentes, sont les porteuses de leurs propres facteurs de risque, de leur propre processus suicidaire et les outils vous aident à comprendre ce processus-là individuel, mais ne peuvent pas vous donner une réponse toute faite. En suicidologie, en général, la question de la prédiction du risque et de la prédiction du suicide, est-ce qu'une personne va se tuer ou est-ce qu'une personne va tenter de se suicider, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas encore de réponse. Donc, je ne peux pas vous en apporter ici. Et s'éloigner des grilles standardisées, c'est aussi un moyen de ne pas tomber dans ce piège-là, d'essayer d'avoir une réponse toute faite. L'autre élément que je trouve qui est très important et qu'il faut souligner, c'est que l'estimation du risque suicidaire, que ce soit chez les personnes des ITSA ou dans la population générale, mais particulièrement chez les personnes des ITSA, c'est quelque chose qui doit se faire en équipe. Une personne seule, un intervenant tout seul, un proche tout seul, ne doit jamais être le porteur unique de comprendre ce qui se passe et d'intervenir. C'est quelque chose qui se fait en équipe, c'est un processus collaboratif. Donc les outils que je vous propose aujourd'hui sont faits pour alimenter ce processus-là collaboratif. C'est un processus collaboratif pour plusieurs raisons. D'abord parce que plusieurs opinions, c'est toujours mieux qu'une, quand on est affaire à des phénomènes très complexes et où justement le langage de la personne n'est peut-être pas notre meilleure source d'information. C'est aussi quelque chose de très important pour le partage de la responsabilité et des enjeux. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul à porter la décision de déterminer si une personne est à risque, ça vous fait une très grosse pression. Alors que si vous êtes plusieurs à prendre cette décision-là ensemble, cette responsabilité-là, elle est partagée et ça fait baisser la pression sur chaque intervenant et chaque individu qui est impliqué dans cette décision-là. Et ça consolide aussi le processus de décision. Également, dans le cadre du travail qu'on a fait, on a essayé d'approcher la construction des outils de processus qui sont déjà en utilisation, phrase un peu bancale, qui sont déjà utilisés dans le réseau des ITSA au Québec et surtout en ce qui a trait à l'analyse fonctionnelle du comportement. Donc, vous allez voir que dans la façon dont l'outil est construit, puis dans la façon dont vous pouvez les utiliser en équipe à différents moments dans le temps avec la personne, c'est quelque chose qui se rapproche un peu quand même de la manière dont fonctionne l'analyse fonctionnelle du comportement. Donc, on a essayé vraiment de rapprocher ça de processus cliniques qui vous sont familiers de façon à ce que ça soit peut-être plus facile pour les milieux de les adopter. Ceci dit, la table étant mise, l'objectif, c'est vraiment de comprendre l'estimation du risque dans une perspective systémique et longitudinale, c'est-à-dire que le risque suicidaire, c'est quelque chose qui n'est pas attaché à un facteur proximal, mais qui est quelque chose qui se construit dans le système et dans les différents systèmes de vie de la personne. Mais c'est aussi quelque chose qui se construit dans le temps. C'est-à-dire que l'estimation du risque, elle peut se faire donc à différents moments dans le temps. Et à ces différents moments-là, on va évaluer des choses différentes pour construire une conception et une perception globale du risque de la personne
de façon à par après pouvoir déployer des interventions qui ciblent différents facteurs à différents moments dans le processus de construction du risque de cette personne-là. Donc, le processus Odys estimation est bâti sur, premièrement, le repérage de la personne suicidaire. La personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'on est dans une dynamique de comportement suicidaire ou de risque suicidaire ou non? Une personne qui est en détresse, elle va exprimer sa détresse de différentes façons. Elle peut l'exprimer avec des comportements suicidaires ou avec d'autres choses. Est-ce qu'on parle de comportement suicidaire? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là, est-ce qu'on est dans cette dynamique-là ou pas? Donc ça, c'est la première étape. Identifier les personnes à risque ou qui ont des comportements suicidaires là, au moment présent, au moment où on se parle. Ensuite, la deuxième étape constitue à évaluer le niveau de danger pour être capable de dire, est-ce que je dois agir rapidement pour protéger cette personne? Est-ce que je comprends tout ce qui se passe au niveau du déclenchement de cette crise-là, de cet épisode suicidaire-là, de façon à être capable d'avoir une action à court terme? On est plutôt dans la dynamique des plans d'action à ce niveau-là, vraiment dans le court terme. Ces deux choses-là se produisent généralement ensemble, même si on peut avoir des personnes dans les milieux formées spécialement au repérage qui ensuite font appel à un clinicien plus spécialisé pour faire l'estimation du danger, pour pouvoir mettre en place l'intervention lors de l'épisode de manifestation associée au suicide. Donc là, on est vraiment dans le court terme et dans ce à quoi beaucoup des outils existants cherchent à répondre aussi. Sauf que là, c'est adapté aux facteurs de risque proximaux et aux manifestations suicidaires des personnes ayant une DI ou un TSA. Une fois qu'on a fait ça, le travail d'estimation du risque commence. Et malheureusement, si on s'arrête à faire ce travail-là, on met souvent la table à augmenter le risque de récidive des comportements suicidaires. C'est-à-dire que ce qu'on a observé, c'est que bien souvent, les personnes qui ont une DI ou un TSA ont tendance à avoir des dynamiques de récurrence. Et si on se contente de gérer, entre guillemets, on s'entend, l'épisode actuel, et on se dit, ouf, l'urgence est passée, elle est en sécurité, l'humeur est calmée, on a un peu regonflé l'espoir de la personne à ce moment-là, puis elle semble aller mieux, mais qu'on n'adresse pas les facteurs de risque de fond qui ont amené cette personne-là à développer des comportements suicidaires, on ne règle pas le problème. Ce qu'on fait, c'est on règle l'épisode. Sauf qu'après, ce qu'il faut, c'est comprendre les facteurs de risque à long terme qui ont construit la suicidalité de cette personne-là. Et là, c'est quelque chose qui ne se fait pas pendant un épisode suicidaire. C'est quelque chose qui se fait au long cours, dans les jours, les semaines qui suivent, une fois que le niveau de fonctionnement de la personne même a pu revenir à la normale, qu'on n'est plus en situation d'urgence, que tout le monde a eu le temps de respirer et puis de calmer le stress, parce que c'est extrêmement stressant un épisode suicidaire à gérer. Une fois qu'on a réussi à contrôler ça, qu'on a compris ce qui s'est passé lors de cet épisode-là, c'est le temps d'aller explorer qu'est-ce qui nous a amené là. Et donc l'évaluation, l'exploration des facteurs de risque à long terme et l'exploration de l'option suicide, qui est un peu la composante cognitive du développement du risque suicidaire, ben ce sont ces éléments-là qui, évalués ensemble, pendant les périodes de calme, en dehors des périodes de danger, dans les processus cliniques habituels, lors des rencontres multi, lors des rencontres de suivi avec l'intervenant pivot ou alors avec le psychologue qui est dans le dossier, avec tout ce monde-là, en parlant avec les proches, etc. C'est comme ça qu'on construit la compréhension globale de qu'est-ce qui a amené cet épisode à ce moment-là et de comment est-ce qu'on peut travailler sur les facteurs de risque et de protection à plus long terme de façon à minimiser le risque qu'on se retrouve dans une situation d'épisode suicidaire à plus ou moins long terme. Donc, ce sont deux aspects importants du processus Odys qu'il faut comprendre, qui sont que, premièrement, on évalue le danger quand il y a un épisode suicidaire. Est-ce que ce sont des idéations? Est-ce qu'il y a un risque de tentative? Quelle est la gravité du risque de tentative? Quels étaient les déclencheurs? Sur quoi je peux agir à court terme pour apaiser la situation? Une fois que ça c'est fait, comment est-ce que je peux comprendre qu'est-ce qui nous a amené là et sur quoi je peux agir pour qu'on y revienne le moins souvent possible? OK? Donc ça, c'est la structure de fonctionnement de base du processus Odys
qui le rend un peu différent de ce qu'on voit dans les outils d'estimation du risque qui sont développés pour la population générale, qui bien souvent se limitent à essayer de gérer la situation à court terme de risque. Ici, on fait l'effort particulier de bâtir quelque chose à long terme qui peut s'intégrer dans les plans d'intervention, dans les plans d'analyse multimodale et dans la structure de service de soins de la personne. On l'a fait aussi parce que dans le réseau, vous avez souvent des contacts à plus long terme avec les gens par rapport, par exemple, à des centres de crise ou de prévention du suicide qui, bien souvent, sont dans des interactions à plus court terme avec les clientèles qui sont visées. Je vous ai mis un schéma qui semble compliqué, mais qui reprend les grandes lignes de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous avez 2 moments d'évaluation lors de l'épisode de manifestation suicidaire, le petit cercle en haut à gauche de l'écran, et ensuite lors des suivis cliniques habituels, la zone en bas de l'écran. Ce que ça vous dit, c'est cette phase d'évaluation, elle est là pour quoi faire? La première, c'est pour comprendre la détresse, estimer le danger à court terme, qui correspond aux étapes de repérage et d'estimation, qui amènent à des décisions par rapport à la présence d'idéation et de comportement suicidaire, par rapport au niveau de danger, et qui doivent amener à des décisions d'intervention par rapport à prendre au sérieux, par rapport à faire des plans d'action, assurer la sécurité, etc. Faire une évaluation, une estimation doit amener à une intervention, sinon elle ne sert à rien. Donc, c'est vraiment dans un continuum que ça se place. Lors des suivis cliniques habituels et quand la tension est passée, comprendre les vulnérabilités, le risque, les facteurs de protection éventuels pour pouvoir prendre des décisions sur lesquels sont ces facteurs qui sont les plus importants et comment je vais agir dessus. Ces 2 étapes d'évaluation sont complètement interdépendantes et se nourrissent l'une l'autre. Ce n'est pas 2 processus cliniques complètement différents. Il y a une équipe qui fait l'évaluation d'un épisode de manifestation suicidaire, puis une équipe qui fait autre chose. Quand il y a plusieurs épisodes de manifestations suicidaires, ça nous aide à comprendre le pattern. Donc, ça nous renseigne sur les facteurs de risque, ça nous renseigne sur la construction du risque suicidaire chez cette personne-là, sur comment son option suicide s'est bâtie dans son esprit et dans son interaction avec autrui. Et donc, ça nous aide à enrichir notre évaluation à plus long terme, qui à son tour nous aide à identifier les facteurs clés sur lesquels il faut qu'on évalue la personne quand on sent qu'il y a un épisode de risque. Donc, même si ces 2 processus peuvent paraître séparés, ils se nourrissent l'un l'autre et de la même manière, ils nourrissent les processus d'intervention ensuite parce qu'ils permettent d'évaluer finalement ce qu'on a fait, est-ce que ça a permis d'agir sur les bonnes choses sur lesquelles on voulait agir, est-ce qu'on voit un changement avec la personne. Maintenant, comment utiliser le processus ODIS maintenant qu'on a vu ces grands modes de fonctionnement? Pour chaque sphère ou engrenage, on les appelle des sphères, mais en fait, ce sont des éléments d'engrenage. Et puis, le symbole de l'engrenage, pour moi, c'était important parce que justement, c'est pour souligner le fait que toutes ces choses-là sont très interdépendantes et que si vous ne faites pas certaines parties de l'évaluation, vous ne faites pas l'évaluation du risque complète et le système fonctionnera moins bien. Donc, pour que tout fonctionne, il faut qu'on aborde ces différents aspects-là de l'évaluation. Mais pour chaque sphère d'investigation, nous avons développé une fiche finalement de suivi et elles sont toutes bâties sur le même principe. Donc, vous avez 4 sphères d'investigation, 4 pages dans l'outil d'estimation du risque que vous trouverez sur le site aussi et elles sont toutes bâties sur le même principe. Le principe, c'est celui-ci. C'est de dire que d'abord, dans les 3 colonnes de gauche sur la feuille, vous avez ce qu'on a appelé les instructions. C'est-à-dire que c'est pour que vous ayez sous la main, au fur et à mesure que vous utilisez l'outil, les concepts de base, les instructions de base qui viennent avec cette sphère-là d'investigation. Donc, vous allez avoir dans la colonne complètement à gauche la place de cette sphère-là dans le processus global d'estimation. Est-ce qu'on est dans le repérage, dans l'estimation du danger, les facteurs de risque, l'option suicide? Les différents domaines d'investigation qui appartiennent à cette sphère-là, les différents indicateurs qui servent à explorer ce domaine-là. Tout ça, c'est issu de la littérature sur la prévention du suicide et puis aussi du modèle qu'on a fait du suicide. Dans la partie de droite du tableau, vous avez les informations que vous pourrez recueillir. On vous encourage à prendre des notes parce que c'est toujours important d'avoir une trace de ce qui s'est passé.
dans le but de comprendre le pattern s'il y en a un et d'être capable de cumuler de l'information pour nous aider à savoir où intervenir avec la personne. Donc, la colonne 4, ce sont les informations que vous avez recueillies. La colonne 5, c'est la décision que vous avez prise par rapport à toutes ces informations que vous avez recueillies au niveau du processus d'estimation. Et dans la colonne 6, par rapport à l'intervention. Quelle décision d'intervention vous prenez? Puis vous allez voir que pour chaque sphère, il y a des soutiens qui sont dans des éléments pour vous aider à vous soutenir dans ces décisions-là et dans ces informations-là. Je les ai mis ici dans le PowerPoint, mais la qualité de la copie n'est pas forcément très bonne. Vous les trouverez dans le site web pour pouvoir les explorer plus en détail, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Par rapport, ici, c'est la grille, excusez-moi, le guide de soutien au repérage. Quand une personne, donc dans les colonnes de gauche, vous avez les instructions pour vous aider à vous repérer où vous en êtes et puis de quoi vous avez besoin, à quoi vous avez besoin de vous attacher dans votre estimation. Et dans la partie de droite, là, vous pouvez prendre vos notes. Donc, quelles étaient vos sources d'informations, quelles étaient les informations que vous avez recueillies. Une fois que le repérage a été fait, est-ce que finalement, la personne, c'était des manifestations suicidaires qu'il y avait ou pas? Puis c'était quoi comme manifestation suicidaire? Est-ce que c'était des idéations? Quelle était la formulation exacte des idéations? Ça, c'est un élément clé à retenir quand on fait l'évaluation pour pouvoir ensuite réutiliser avec la personne les mots qu'elle a utilisés dans l'expression de ces idéations. Puis ensuite, à quelle décision clinique d'intervention ça vous amène? Donc, est-ce que vous allez faire une estimation du danger de passage à l'acte? Est-ce que vous allez explorer les sources de changement dans le fonctionnement de la personne? Est-ce que vous allez travailler pour identifier la détresse et les conséquences de cette détresse et les sources de cette détresse? Puis qu'est-ce qu'on va faire pour la réduire, la détresse? Parce que si la personne, finalement, c'est pas des idéations suicidaires, ben, il y a quelque chose quand même qui se passe là, puis il faut s'en occuper. Donc, que la réponse soit oui ou non, il y a quand même une intervention à faire, mais elle va être de nature différente. Donc, par exemple, ici, pour le repérage, les domaines de repérage, ce sont les manifestations associées au suicide. Donc, quels sont les propos que la personne a dit quand il y a eu des idéations? Est-ce qu'il y avait des éléments de planification? Est-ce qu'il y avait un moyen? Est-ce qu'il y avait, est-ce que le moyen était accessible? Est-ce que c'est un moyen dangereux? J'aime bien l'exemple de la personne qui veut se tuer, par exemple, en mangeant du gazon. Elle y a pensé, il y a une construction d'une planification dans son esprit. Le moyen n'est pas létal, mais il y a une planification qui est là. Donc, il faut s'en occuper. Ensuite, quels sont les changements récents qu'on a pu observer dans le fonctionnement de la personne? Parce que des fois, quand les personnes ne sont pas très verbales, ben, ça peut se manifester par des changements radicaux dans différentes sphères de fonctionnement de cette personne-là. Donc, est-ce qu'on a observé des changements qui nous ont amenés à nous poser la question ou qui accompagnent l'expression des comportements suicidaires? Est-ce qu'on voit des signes de désespoir et de détresse actuellement? Est-ce qu'on a été capable d'identifier un motif déclencheur de l'épisode actuel? Il s'est passé ça qui a fait qu'il a dit ça. Il s'est passé ça qui a fait que son humeur s'est dégradée brutalement, etc., etc. Là, on parle des choses dans le moment présent. On voit qu'il y a quelque chose qui se dégrade, on l'observe, on l'explore là. Le but de l'outil, c'est d'arriver à se souvenir quoi explorer pour déterminer est-ce que cette personne-là présente des manifestations associées au suicide et qu'est-ce que je fais avec ça. Si la personne présente des manifestations associées au suicide, il faut estimer le danger. Quels sont les facteurs de risque classiques proximaux, les facteurs de protection proximaux, comment se sont construits les moments critiques, puis on a mis des éléments qui sont vraiment spécifiques aux personnes des ITSA. Puis là encore, vous avez dans les 3 colonnes de droite, comment noter quel genre d'information noter, quel genre de décision d'estimation vous prenez, et puis quel genre de décision d'intervention ça peut amener. On vous a noté ici aussi le code de couleur qui est utilisé dans les outils d'estimation du risque suicidaire, utilisé avec la population générale, ce qui est appelé la grille de SAM. Parce que vous serez probablement assez souvent amené à communiquer avec des gens qui sont à l'extérieur du réseau des ITSA, puis qui l'utilisent. Et c'est toujours intéressant quand on parle avec d'autres gens extérieurs d'utiliser des mots qu'ils vont comprendre. Donc, on l'avait mis là. Puis dans le manuel d'instruction, on en parle aussi. Mais l'idée, c'est pas de dire « Ah, cette personne-là, elle est rouge ». L'idée, c'est de comprendre comment le risque s'est construit. Et si vous avez besoin de parler avec des gens à l'extérieur, de pouvoir utiliser un vocabulaire commun. Je ne veux pas passer énormément de temps à
décrire en détail chacune des sphères d'investigation parce que sur le site, vous avez le manuel complet qui vous donne toutes les informations nécessaires pour les comprendre en détail. Je veux vraiment vous montrer la structure générale de comment ça fonctionne. Ce qui est très important, et là, c'est des petits éléments qu'on a rajoutés pour guider et soutenir ces entrevues ou ces processus d'estimation du risque. C'est que quand vous faites une rencontre avec une personne pour estimer le danger ou le risque suicidaire à court terme avec elle, il y a des stratégies pour finir la rencontre d'estimation, pour, en bon français, pour wrapper ça de la bonne manière, pour faire en sorte que on a bien fait le tour des choses et puis on réévalue le niveau de détresse de la personne, etc. Ça, ce sont des indicateurs qu'on vous donne pour vous soutenir dans conclure correctement une discussion ou une entrevue ou une rencontre avec la personne d'évaluation du risque. Par rapport à ce qui se fait avec la population générale, ce qu'on a rajouté ici, c'est tout le domaine en lien avec vérifier les effets potentiels d'avoir abordé la question du suicide avec la personne. Il y a toujours une préoccupation au niveau des milieux cliniques que le fait d'en parler peut avoir des conséquences négatives. Les connaissances qui existent nous disent que non, mais moi, je pensais que c'était important de rajouter ça de façon à renforcer cette perception-là et cette compréhension-là au niveau de la diade d'intervenants, parents, puis aussi avec les personnes. C'est important de faire un suivi dans les jours dans les jours qui ont suivi un épisode suicidaire, de faire un suivi pour voir comment les choses ont évolué. Cette page-là vous aide à vous souvenir quel genre d'éléments sont importants à inclure dans un suivi. Par rapport à l'estimation, à l'exploration des facteurs de risque à plus long terme, là, on tombe dans ce qui se construit plus en équipe et avec le temps et qui se bâtit beaucoup sur les informations qui existent déjà. Donc, vous allez voir que quand on va parler des facteurs de risque prédisposants, etc., c'est toutes des choses qui souvent sont déjà dans les dossiers ou qui sont déjà connues des intervenants. Est-ce que la personne a un problème de santé mentale? Est-ce qu'elle a un problème d'ajustement de sa médication? Est-ce qu'elle a vécu des abus dans l'enfance? Etc., etc., qui sont des facteurs de risque très importants de développement d'un risque suicidaire à long terme. Mais ça, vous ne le faites pas nécessairement en entrevue avec la personne. Il y a des choses que vous pouvez aller valider avec elle, mais c'est aussi beaucoup de choses que l'équipe traitante ou l'équipe de suivi peut connaître. Donc, là-dedans, on va parler, dans l'évaluation des risques à long terme, on va parler des facteurs de risque et de protection classiques, qui est un petit peu la ligne d'en haut de la page, mais aussi, on va parler de tout ce qui est de comment le pattern de comportement suicidaire a pu se construire chez cette personne-là avec le temps. Et c'est là que on a un processus qui est très proche finalement de l'analyse fonctionnelle du comportement, où on cherche vraiment à construire une connaissance sur le risque de récurrence, dans le fond, des comportements suicidaires de la personne. Donc ça, ce sont deux éléments importants. Puis pour la deuxième partie du schéma, qui finalement diffère un petit peu de ce qu'on trouve avec la population générale. Et le dernier élément, c'est le concept qu'on a bâti de ce qu'on a appelé l'option suicide, qui vise un petit peu à répondre à tous les enjeux cognitifs, interactionnels du développement de l'idée du suicide chez la personne. En d'autres mots, on veut essayer de comprendre d'où c'est-il que ça leur est venu cette idée-là de penser à se tuer. Comment ça s'est construit dans leur esprit et donc, sur quoi on peut agir pour la déconstruire, cette idée-là. Donc, ce concept-là, il est très important pour déterminer des pistes d'intervention en psychoéducation, en éducation, en toutes sortes d'éléments qui peuvent nous permettre de dire comment le pattern s'est construit et comment je peux le déconstruire. Il y a aussi toute la notion que des fois, les gens utilisent les comportements suicidaires pour manipuler ou pour obtenir quelque chose. C'est jamais apparu comme ça. La première fois que la personne a dit « je veux me tuer », c'était probablement pas dans une situation de manipulation. Ça a pu en devenir une dans la manière dont les interactions se sont bâties autour de ces propos suicidaires-là. Mais ça ne l'était pas au départ.
Et ça peut devenir important de comprendre comment s'est bâtie cette utilisation de ces propos-là, de façon à la déconstruire aussi, et de façon à ce qu'on puisse mieux comprendre la détresse de la personne au-delà d'expressions suicidaires dans le but d'obtenir quelque chose. J'espère que je fais du sens avec ça. Mais il y a beaucoup de détails dans le manuel à propos de cet élément-là aussi. Donc, comprendre l'option suicide et comment s'est bâtie l'option suicide de la personne, c'est pas la 4e roue du carrosse qu'on fera si on a le temps. C'est vraiment un élément central pour comprendre le pattern de fonctionnement et se donner des pistes d'intervention. Donc, ceci conclut un petit peu la présentation générale de l'outil lui-même. Et je voudrais passer un petit peu de temps maintenant à vous parler des moyens qu'on peut avoir pour explorer finalement l'information puis recueillir les données sur tous les éléments dont on vient de parler. Vous avez remarqué que dans les feuilles que je vous ai montrées, puis dans l'outil lui-même, il n'y a pas de questions déjà formulées. Il y a des indicateurs que vous devez observer et puis qui sont pertinents d'aller explorer, mais il n'y a pas de questions écrites. On a fait ce choix-là parce que si la personne n'est pas très verbale, une question écrite, elle ne va pas vous aider. Si la personne a un usage particulier de certains vocabulaires, vous aurez le même problème. Vous êtes les mieux placés pour savoir les modes de communication à privilégier avec cette personne pour laquelle vous êtes inquiète. Notre but à nous, c'est de vous donner des indicateurs à observer. Votre jugement clinique à vous, il est sur comment je vais aller l'observer chez cette personne-là. Donc, on peut vous donner des pistes de réflexion puis des idées de choses à faire, mais je ne voulais pas qu'on formule des questions précises parce que j'avais peur que ça fasse un carcan qui soit difficile pour vous d'interpréter ou à travers lequel ça peut être difficile pour vous de naviguer. On veut que vous soyez, vous, libres, les utilisateurs de ces outils-là, de formuler vos questions et puis vos méthodes de travail avec des dessins ou d'autres choses de la manière qui vous semble la plus pertinente pour cette personne-là dans ce contexte-là. Mais il y a quand même quelques éléments de base dans la manière de rechercher l'information qui sont utiles et intéressants et pertinents. D'abord, idéalement, vous pouvez combiner des approches différentes. Avec une personne neurotypique de la population générale, souvent on va se contenter de poser des questions ouvertes et puis de se fier à la réponse que la personne va donner. Avec des personnes DITSA, idéalement, ce serait d'utiliser des questions directes, des questions fermées, d'observer la personne, de faire une activité avec elle, d'interroger des gens dans son environnement, de vous fier à vous ce que vous avez observé de cette personne-là par le passé, de manière à trianguler finalement différentes méthodes de recueil d'informations pour être sûr d'être le plus proche possible finalement de ce que cette personne-là ressent et exprime. Il est sur le site web dont l'adresse est à la fin du PowerPoint. Oui, toutes les informations que je vous donne là sont disponibles sur le site web avec les outils, les manuels d'utilisation, tout est là. Donc ça, c'est au niveau des différentes approches. Au niveau des attitudes, c'est clair que l'estimation du risque suicidaire, à court terme, à moyen terme, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse dans une situation qui est la moins stressante possible. Une fois que l'épisode de crise est passé, on essaye de trouver un endroit le plus calme possible, le plus tranquille, où la personne peut s'exprimer, la manière dont elle s'exprime, mais le plus librement possible par rapport à ce qu'elle ressent. Donc, attitude bienveillante, chaleureuse, rassurante, de la patience, être accueillant, et toujours essayer de s'adapter au niveau émotionnel actuel de la personne pour être capable d'avoir vraiment un bon feeling de là où elle en est et jusqu'où on peut aller dans certaines questions sans rajouter de la détresse et sans manquer aussi ce qui se passe. Il faut aussi toujours valider la personne. Bien souvent, on a observé que les gens qui disent « je vais me tuer », après quand l'épisode est passé, ils se sentent coupables, ils se sentent mal, ils n'ont pas envie d'en reparler. Valider, tu as bien fait de le dire, c'est important d'en parler. Moi, je suis inquiète pour toi, mais on va pouvoir agir maintenant qu'on sait comment tu te sens. Donc, toujours vraiment valider ce que la personne fait, la rassurer sur le fait que c'est pas mal d'être en détresse. C'est pas mal d'avoir des idéations suicidaires.
le fait de le dire, c'est très bien parce qu'on va pouvoir s'en occuper puis l'aider et qu'on est content qu'elle l'ait dit. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis dans l'urgence du moment, souvent, on tend à l'oublier. On s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'utiliser des vignettes, par exemple. Quand on veut faire l'évaluation des moyens, par exemple, ou jauger le niveau de danger de la personne pour un risque de récidive ou des choses comme ça, l'utilisation de vignettes, ça peut être intéressant. Comme par exemple, si on veut explorer la planification d'une personne, on peut utiliser une image de se faire mal. Surtout, on ne met jamais de dessin des moyens ou d'image des moyens pour se suicider. Puis on peut dire, Alex, ou un autre nom de personnage, pense à mourir comme toi. Donc on a validé que la personne a déjà des idéations suicidaires. Elle a trouvé un moyen pour se tuer ou se faire mal. Et là, on peut utiliser exactement le mot que la personne a utilisé. D'où l'importance, dans la première sphère d'exploration au début, de repérage, de prendre en note les mots exacts que la personne utilise. Est-ce que toi, tu as pensé à une façon de te tuer comme Alex? À quel moyen tu as pensé, toi, pour faire comme Alex? Est-ce que tu penses que tu vas mourir si tu fais ça? Pour évaluer la perception de la létalité du moyen que la personne envisage. Qu'est-ce que c'est qui t'a fait penser à ça? Là, on est dans l'exploration de l'option suicide. D'où c'est-il que ça lui vient, cette idée-là? Et là, ça nous donne déjà des pistes d'intervention auprès de la personne. Donc, il y a quelques petites vignettes que nous, on vous a mis dans le manuel d'utilisation de l'outil comme illustration, mais vous pouvez créer celle que vous voulez. Puis dans mes rêves les plus fous, on aurait une espèce de banque finalement qu'on construirait sur le site avec tous les outils que vous développez, puis parce que vous savez qu'ils peuvent marcher auprès de différents types de clientèle. Une personne qui est beaucoup moins verbale, on peut utiliser des choses comme ça avec des vignettes de oui, non, je sais pas. Où on peut poser des questions beaucoup plus directes. Exemple, quand tu as fait, et là on décrit exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu souhaitais qu'il arrive? Est-ce que tu souhaitais mourir? Si tu souhaitais pas mourir, qu'est-ce que c'est que tu voulais? Puis évidemment, c'est toujours le ton avec lequel on pose les questions est très important. Il faut surtout pas être accusatoire ni inquisiteur, mais plutôt ouvert et dans aide-moi à comprendre ce que toi tu as vécu, puis toi ce que tu voulais qu'il arrive, parce que je veux comprendre comment toi tu te sens. Pour explorer l'ambivalence, c'est quelque chose de très important, l'ambivalence. On veut vivre, on veut mourir en même temps, on ne sait plus, puis c'est normal de plus savoir. La plupart des gens arrivés à ce point-là de détresse ne savent plus. Est-ce que tu es content de vivre maintenant? Tantôt, quand tu as fait ça, est-ce que tu étais content de vivre aussi? On peut explorer dans la ligne du temps si les gens sont capables de se placer dans le temps. Tantôt, maintenant, demain, on peut commencer à explorer ces éléments-là. Est-ce que tu es fâché d'être en vie en ce moment? Ça, c'est un très bon indicateur de risque subséquent aussi. On peut être très content d'être en vie, puis aussi en même temps très fâché d'être en vie. C'est ça l'ambivalence. Okay? Tu as essayé de te tuer tantôt, puis maintenant, tu es en vie. Comment tu es content d'être en vie? On peut aussi utiliser des bonhommes sourires, par exemple, avec la personne pour l'aider à soutenir sa réponse. On peut également intégrer l'exploration des comportements suicidaires et des manifestations suicidaires dans une activité d'expression non verbale. Ou par exemple, on s'assoit avec la personne pour faire un dessin, ou on fait un bricolage, ou on fait une activité, et on discute en même temps avec la personne, ou on utilise l'activité pour aider à exprimer les émotions ressenties et comment la personne, ce que la personne a vécu, puis comment elle se sent maintenant. Je vous ai mis quelques exemples. On peut poser des questions comme « Je voudrais qu'on discute de ce qui s'est passé tantôt parce que je veux comprendre pour t'aider mieux, à te sentir mieux. Et si jamais tu te sens de nouveau comme, et là on dit comment ça s'est passé, je veux être capable de t'aider mieux. Donc je veux comprendre. » Puis on peut dessiner ensemble pendant qu'on parle. On peut soutenir cette personne-là en disant « C'est difficile, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais est-ce que tu peux dessiner comment tu te sentais quand tu as fait ça ou quand tu as dit ça? » Puis on reprend ces mots à elle encore une fois. Dessine-moi ce que tu faisais quand tu étais fâché ou quand tu étais triste et on reprend l'émotion de la personne. Moi, je vais dessiner ce que je comprends que tu me racontes et tu me diras si je me trompe. C'est une façon de valider aussi que moi, je veux comprendre. Voilà ce que moi, je comprends. Puis ça se peut que j'ai tort. Donc, toi, dis-moi comment toi, tu te sens. OK?
Les petits bonhommes bâtons, c'est un outil vraiment excellent pour ces choses-là. Montre-moi comment ça se passe dans ton corps quand tu te sens malheureux, quand tu te sens triste, quand tu veux mourir. OK? Ou quand en utilisant les mots que la personne a dit. Montre-moi comment tu veux faire pour te faire mal. Demandez à la personne d'expliquer le moyen qu'elle a pensé. Ça peut faire peur, mais en même temps, ça aide pas mal à clarifier les choses. Puis c'est pas pour ça qu'elle va le faire. Au moins, ça va nous montrer c'est quoi son moyen. On peut poser des questions du style, quand tu as mis un couteau dans ta chambre, c'était pourquoi faire? Et quand on fait ça en même temps qu'on fait une activité de dessin, par exemple, ça peut favoriser l'expression des choses à ce moment-là. D'autres exemples, on peut faire un scénario social. Je sais que dans le milieu de la DITSA, vous travaillez souvent avec la construction de scénarios sociaux, puis on peut construire le scénario social de l'épisode suicidaire. Surtout si c'est quelque chose qui est récurrent, ben ça peut aider à comprendre le pattern et puis à valider avec les intervenants qui ont fait l'exploration dans la sphère 3 de tantôt, ben ça aide à comprendre, à valider la compréhension qu'on a du pattern que la personne a développé. On peut l'écrire, l'illustrer, le dessiner selon comment ça se passe avec cette personne-là, puis c'est quoi les processus habituels avec cette personne-là. Mais ce serait de décrire avec elle le processus qui l'a amené à avoir des idéations suicidaires ou à faire un geste suicidaire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis aussi pour montrer avec elle les endroits où on pourrait intervenir pour interrompre ce processus-là avant qu'il amène à un geste suicidaire ou à l'expression d'idéations très intenses. Un autre scénario social, par exemple, peut nous aider aussi à décrire avec la personne la manière dont on a réussi à le couper le processus. Donc, on dessine le processus suicidaire, on dessine le processus interrompu et ça valide avec la personne comment on a réussi à interrompre avec elle ce qui se produisait. Puis ça permet ça peut permettre de désamorcer ce cercle vicieux-là, puis en faire un processus moins dommageable pour la personne. Donc, il y a vraiment plusieurs façons que vous pouvez utiliser pour aller rechercher l'information dont on a besoin dans le cadre de l'évaluation du risque avec la personne. Et ces différentes façons-là, ça en est quelques-unes, mais vous pouvez en développer d'autres, vous pouvez en explorer d'autres. N'hésitez jamais à réutiliser les mots que la personne a utilisés. Le défaut, c'est de mettre des mots dans leur bouche qui ne sont pas les leurs et qui peuvent mettre en place des processus cognitifs plus complexes, surtout avec certains autistes. Donc, utilisez les mots que eux utilisent comme base et vous ne vous tromperez jamais. En conclusion, parce que je voudrais qu'on garde quelques minutes pour si vous avez des questions. En conclusion, essentiellement, ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que les manifestations associées au suicide, c'est fréquent chez les personnes qui ont une DI ou un TSA. Je ne sais pas si vous avez eu accès au rapport de l'INSPQ qui a été publié à l'automne, qui dit que chez les jeunes autistes, les taux de suicide sont 2 fois plus élevés que dans la population générale. Même si ça reste des petits nombres, ça reste préoccupant. Mais ce que les taux de suicide masquent bien souvent, c'est les tentatives de suicide, les idéations suicidaires, et puis chaque phénomène est multiplié, démultiplié. On voit, c'est le sommet de l'iceberg, les décès par suicide. Souvent, ces comportements suicidaires sont des idéations suicidaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Les idéations suicidaires, ça exprime quelque chose, ça exprime une détresse, ça peut être récurrent, puis ça peut mener à des tentatives de suicide. C'est important de traiter sérieusement les idéations suicidaires. Quand on veut faire l'estimation du risque et du danger à court terme, du risque à long terme, c'est important de tenir compte des caractéristiques cognitives, sociales, affectives et comportementales des personnes qui ont une DI ou un TSA. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le processus ODIS. Et c'est important d'adapter les stratégies d'estimation, les mots qu'on utilise, les méthodes qu'on utilise, comme je viens de vous illustrer, au niveau de la personne. C'est pour ça que c'est impossible d'avoir des recommandations qui sont bonnes pour tout le monde, parce que chaque personne va être très différente au niveau cognitif, social, affectif, comportemental. Comme je vous disais depuis tantôt, les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui sont téléchargeables sur le site qui est inscrit ici. On a fait un nom de site super compliqué, attention, c'est ditsa-suicide.ca. Donc, vous pouvez aller là puis trouver les outils que je vous présente, mais vous trouverez aussi, on a recensé des recherches scientifiques qui parlent de ce sujet-là et que j'espère que vous pourrez trouver sur Google Scholar, si votre institution a accès. On ne pouvait pas mettre ces recherches-là directement
sur le site pour des questions de droit d'auteur. Mais si vous nous écrivez, on peut peut-être vous aider un petit peu. Mais il y a aussi des rapports qui sont là, écrits en français, et qui peuvent vous donner de l'information. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire de façon push, proactive comme ça. Je ne sais pas, Luc, s'il y a des questions qui sont rentrées sur l'outil de chat et auxquelles on peut prendre quelques minutes pour répondre. Oui, je pense que ça serait vraiment oui, parfait. Et il y avait une question qui venait de Mme Dumont et elle voulait savoir si l'outil avait été actuellement utilisé auprès d'intervenants ou a été évalué. Oui, c'est une très bonne question. L'outil qui a été développé là, il a fait l'objet d'une étude pilote où on avait formé une trentaine, je pense, d'intervenants à l'utiliser, qui l'ont utilisé dans leur pratique pendant quelques semaines, de façon à pouvoir nous faire un feedback sur comment ça se passe et puis est-ce que ça s'adapte finalement aux pratiques. Les retours étaient très encourageants. On est en train de développer, donc on se sent prêt à vous en parler. Maintenant, on est en train de développer un projet de recherche à beaucoup plus grande échelle avec les IRSC, encore une fois, les Instituts de recherche en santé du Canada, pour faire une évaluation empirique de cet outil-là. C'est-à-dire que pour l'instant, la seule évaluation qui a été faite, c'était une évaluation de faisabilité. Maintenant, moi, ce que je veux qu'on fasse, et ce qui est très rarement fait, malheureusement, avec des outils d'évaluation du risque suicidaire, c'est de faire des évaluations de l'efficacité de ces outils-là, à bien soutenir le jugement clinique et ensuite à proposer des interventions adéquates pour réduire le risque suicidaire. Donc ça, c'est un projet qui est en cours de développement. Puis si ça vous intéresse d'y participer, moi, je serais tout à fait intéressée à ce que vous vous joigniez à nous là-dessus. Mais pour l'instant, on en est là. On est en train de vouloir aussi développer du matériel de mobilisation et de transfert de connaissances pour que les gens puissent l'utiliser de façon plus facile. Ça, c'est un projet qu'on est en train de développer avec le CNRIS. Ça, c'est le Consortium national de recherche CNRIS en intégration sociale que les milieux de la DITSA connaissent bien. Puis là, on est en train de voir avec eux s'ils peuvent nous donner des sous pour qu'on développe un programme de formation. Donc, on en est là. Et la prochaine question, bien sûr, oui. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir reçu une formation sur l'outil ou le manuel de suivant? Ben, c'est toujours une grosse question, ça, parce que idéalement, on voudrait que les gens soient formés de façon très formalisée pour utiliser les outils cliniques. Dans les faits, actuellement, compte tenu des ressources dans les milieux, on a fait le compromis de donner les outils en accès libre avec des manuels qu'on a fabriqués exprès, de façon à ce que le monde puisse quand même commencer à exploiter ces outils-là, même s'ils n'ont pas encore eu de formation standardisée, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de besoins et je me fais souvent poser la question de dire est-ce qu'on peut les utiliser, est-ce qu'on peut, mais on n'a pas de sous pour se faire former. Donc, le compromis qu'on a trouvé, ça a été vraiment de faire ces webinaires-là d'introduction, de donner les manuels, puis de donner les outils, dans le but par la suite d'avoir des moyens pour faire des formations que vous puissiez vous approprier tout seul dans les milieux et puis vous auto-former d'une certaine façon à l'utilisation des outils, de façon à en favoriser l'accès. Sachant que ce n'est pas des outils standardisés qui nécessitent d'acquérir des compétences psychométriques, moi, je pense qu'avec un bon jugement clinique et puis en faisant un travail d'équipe autour de cette appropriation-là, je pense que c'est faisable de se familiariser avec ces outils-là puis de s'en servir pour améliorer les pratiques actuelles. Et j'ai hâte de pouvoir vous donner du matériel de formation plus approfondi pour que vous puissiez aller aussi vous auto-former. Parce qu'un autre enjeu, je ne vais pas me disperser trop là, mais un autre enjeu qu'on a, c'est que quand les gens ne sont pas confrontés assez souvent à des personnes suicidaires, ça ne sert à rien de leur donner une formation de 2-3 jours parce que le temps qu'ils soient confrontés à un usager, par exemple, pour lequel ils ont besoin de cet outil-là, la formation, si ça fait 6 mois qu'on l'a faite et qu'on ne s'en est pas servi, c'est comme si ça avait servi à rien. Alors, ce qu'on voudrait, c'est
vous donner sur le site tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller chercher l'information quand vous en avez besoin sur les outils. Donc, on essaye de développer des pratiques un peu différentes de mobilisation et de transfert que des formations standardisées. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et en fait, il y a une autre question qui suit, je vais la lire directement. Donc, doit-on cesser de former les intervenants des CRDITED avec la formation intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques? Quels sont les impacts de l'existence de cet outil sur la formation intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques? OK, c'est une excellente bonne question. J'ai eu beaucoup de discussions avec la QPS qui s'occupe justement de cette formation-là, et puis avec Suicide Action Montréal qui a développé la grille, ce qu'on appelle la grille de SAM, la grille d'estimation du danger d'un passage à l'acte suicidaire. Je suis pas sûre de l'avoir eu bien comme il faut le nom. Et on a convenu ensemble, j'avais fait une présentation aussi dans la rencontre des formateurs accrédités à l'automne cette année, justement à la QPS. Et on a tous convenu ensemble que la grille d'estimation de la dangerosité ne constitue pas les meilleures pratiques pour les personnes des ITSA. Il n'y avait rien. Donc, avant. On ne connaissait pas les caractéristiques, on ne connaissait pas assez les caractéristiques de la clientèle. Donc, l'idée au départ, c'était de dire, plutôt que d'avoir rien, autant utiliser la grille. Mais on sait que la grille, ce n'est pas le meilleur outil pour cette clientèle-là, et ça peut donner, le danger, c'est que ça peut donner un faux sentiment de sécurité aux intervenants qui l'utilisent seuls et qui n'adaptent pas finalement cet outil-là aux caractéristiques de la clientèle, parce que les expériences qui ont été faites par des intervenants spécialisés des ITSA avec cette grille-là, c'est de dire ça ne nous en dit pas assez, ça ne nous permet pas de comprendre réellement ce qui se passe. Et ça s'arrête beaucoup aussi à l'épisode de comportement suicidaire sans aller non plus aussi loin que l'outil ODIS va. Compte tenu du fait que cet outil-là, il n'a pas été empiriquement évalué, non plus comme on disait tantôt, on ne peut pas encore le mettre dans la catégorie des pratiques exemplaires. Mais, si on va par là, il n'y a aucun des outils d'estimation du risque suicidaire, même développés pour la population générale, disponibles actuellement au Québec en français, qui ont fait l'objet de cette évaluation empirique-là. Moi, j'ai tendance à dire, et en accord avec la QPS et Suicide Action, que la grille, ça n'est pas une bonne pratique, et que pour les personnes des ITSA, et que ce n'est pas forcément pertinent de former systématiquement les gens qui travaillent en DITSA avec la grille. J'ai entendu des bruits de couloir comme quoi c'est le discours que tiennent de plus en plus les formateurs aussi, en référant les gens qu'ils forment en DITSA au processus ODIS pour compléter leur formation actuellement avec le processus ODIS. Ce que j'espère, c'est qu'avec le temps et le développement d'outils d'auto-formation qu'on est en train de faire en ce moment, on va pouvoir remplacer pour les spécialistes des ITSA la grille de SAM par un outil spécialisé. J'ai patiné dans du politiquement correct, là, mais on en est pas mal là en ce moment de la réflexion. J'espère que ça répond à la question. En fait, il y avait une sous-question. Ouais. Je pense que tu as répondu en partie. Cet outil deviendra-t-il l'outil officiel à utiliser par les intervenants CRDITED pour faire l'estimation de ça, c'est certainement pas moi qui peux répondre à cette question-là, parce que moi, je suis l'équipe, et puis les gens avec qui j'ai travaillé là-dessus, évidemment, l'équipe de recherche qui a développé l'outil. Après, ça devient une décision plus politique, qui doit se faire au niveau des tables de concertation des CIS et des CIUS, au niveau du développement des politiques d'intervention. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Mais en tant que chercheur, moi, j'attendrais, avant d'en faire un outil, l'outil officiel de tout le Québec, j'attendrais qu'on ait fini le projet d'évaluation d'abord. Parce que je veux qu'on se donne les moyens d'avoir non pas des outils prometteurs, mais des outils probants. Pour l'instant, c'est un outil prometteur. J'aimerais ça qu'on en fasse un outil probant avant de mettre le tampon dessus de qualité absolue pour pouvoir dire je voudrais que tout le monde doit l'utiliser là. Moi, je suis pas rendue là comme chercheur, mais c'est une question politique. Et je me dis, en attendant d'avoir cette décision politique-là, puis en attendant d'avoir des données probantes, c'est certainement plus prometteur
d'utiliser un outil comme celui-là que d'utiliser la grille de SAM qu'on sait qui n'est pas adaptée aux caractéristiques de cette clientèle-là. Donc, un jour. La réponse, c'est un jour.